Bonsoir et bienvenue dans cet atelier qui va vous permettre de faire l'audit de la résilience alimentaire de votre commune. Donc juste pour me présenter rapidement, moi c'est Marjolaine. Je suis rédactrice et facilitatrice graphique. Donc la facilitation graphique, ça permet de faire des sketch notes comme celui que j'ai affiché justement sur le sujet de la sécurité alimentaire. Et je suis membre de SOS Mère depuis 2019 et cofondatrice de la société Géorésilience. La méthode qu'on va voir ce soir, c'est vraiment une méthode SOS Mère. C'est issu d'une longue réflexion et d'un travail depuis 2017 pour Alexandre. On met pas du tout dedans d'idéologie, c'est apartisan d'un point de vue politique. L'objectif, c'est d'être très pragmatique et que ça puisse s'adresser à tout le monde. C'est vraiment, moi, la méthode que j'utilise quand on prépare les conférences, quand on va donner des conférences avec Alexandre. Donc, elle est opérationnelle et elle est déjà expérimentée sur le. Là, l'idée, c'est qu'on fasse l'atelier vraiment rapidement, en 45 minutes maximum, si possible. Alors, juste en introduction, pourquoi est-ce qu'on parle de la résilience alimentaire? En fait, la résilience alimentaire, c'est un point de départ pour nous, pour un travail plus global sur la résilience des territoires. On dit que la résilience alimentaire, c'est la mère de toutes les résiliences. Déjà parce que si on a le ventre vide, c'est compliqué d'agir et de réfléchir. Ensuite, parce que la résilience, c'est un sujet qui est un petit peu en poupée russe. Quand on commence à s'intéresser à un sujet, on va un peu ouvrir une poupée et tomber sur d'autres sujets qui sont en fait tous interconnectés. Et l'alimentation, elle permet de se connecter à tous les sujets de la résilience. Donc, notamment, il faut de l'énergie pour faire pousser de l'alimentation, il faut de l'énergie pour acheminer l'alimentation, il faut de l'énergie pour transformer l'alimentation. Donc, c'est un sujet qui est très central et qui est au cœur de la résilience. Et enfin, la dernière raison, c'est qu'on a identifié une vulnérabilité importante. J'ai mis un schéma de petit œuf en train de s'ouvrir. Donc, c'est l'idée de représenter qu'on est à la fois dans un système qui aujourd'hui est hyper efficace, mais à la fois l'efficacité de ce système-là génère des vulnérabilités qui sont importantes et qui, jusqu'à il y a très peu de temps, étaient absolument pas prises en compte. Là, on commence à entendre parler du sujet de résilience alimentaire, mais pour l'instant, en termes de solutions et sur le terrain, on n'est pas encore à des solutions vraiment efficaces et qui pourraient être rassurantes. Donc, c'est pour ça que là, on a travaillé sur une méthode en 7 étapes pour pouvoir faire cet audit sur votre territoire du niveau de résilience alimentaire. La première chose qu'on fait quand on travaille sur le fait d'établir le niveau de résilience alimentaire sur un territoire, c'est d'utiliser l'outil Cratère. L'outil Cratère, c'est un outil qui est intéressant parce qu'il nous donne une première tendance avec des éléments chiffrés sur un territoire. Alors, ça peut être sur une commune, sur une communauté de communes. Il y a différentes échelles sur lesquelles vous pourrez aller observer des résultats. Je vous propose qu'on puisse faire tout de suite une petite expérimentation. Hop. Donc, il se présente comme ça, l'outil Cratère. Alors, je suis obligée de naviguer entre mes écrans, c'est pas évident. Et ici, vous allez pouvoir taper le nom par exemple, d'une commune. Donc, moi, je vais, par exemple, mettre le nom de la commune dans laquelle je vis, qui est Charenton-le-Pont. Et vous voyez, là, ça vous donne un premier diagnostic de ce qu'ils appellent le système alimentaire, avec le nombre d'habitants, le nombre d'hectares cultivables disponibles, le nombre d'hectares productifs. Et ensuite, vous avez des notations sur 10 qui vous donnent une première estimation de voilà comment on se situe. Donc, à Charenton, j'étais étonnée de découvrir qu'on était à 5 sur 10 parce que c'est dans le Val-de-Marne, c'est hyper urbain et je vois pas trop en fait en termes de surface agricole. J'irai regarder plus le détail à l'occasion. Vous voyez, vous pourrez aller regarder sur votre ville. Vous pouvez voir la carte et vous pouvez voir la méthodologie. Qu'est-ce qu'ils intègrent vraiment pour établir ces données-là? En tout cas, voilà, ça vous donne un premier chiffre des terres agricoles disponibles.
Une autre chose qui est intéressante pour nous, alors je ne sais pas pourquoi là ça s'affiche plus, tout à l'heure ça s'affichait la production. Là je ne sais pas pourquoi ça s'affiche plus et j'ai pas retenu le chiffre. On a normalement donc le chiffre sur 10 en termes de production, le chiffre sur 10 en termes de transformation et distribution. Et là pareil, j'étais un petit peu surprise du chiffre. 10 sur 10, je pense que c'est parce que justement on est dans une zone très urbaine et qu'en termes de distribution, il y a un réseau suffisant, et aussi parce que eux ils intègrent des notions d'impact carbone. Donc ils partent du principe que comme on est en ville et qu'il y a beaucoup, on n'est pas dans un désert alimentaire, donc il y a beaucoup de commerce, et j'imagine on est plutôt bien noté. On verra justement l'intérêt ensuite de creuser pour aller chercher d'autres infos pour pouvoir affiner avec notre connaissance du territoire. En tout cas, moi, je vous invite là tout de suite à ouvrir si vous avez la possibilité, si vous avez un ordinateur ou sur votre téléphone, et de commencer à regarder dans votre commune, dans la communauté de communes, dans votre département, un petit peu ce que ça donne. Donc moi, je regarde, je vais taper Charenton pour la ville, je tape pour le département le Val-de-Marne. Donc là, on voit en terre agricole, on est redescendu à 0 sur 10. Agriculteur exploitation 2 sur 10. Production 2 sur 10, transformation et distribution, on est toujours à 10 sur 10. Et on en reparlera. On va. Je ne sais pas s'il y en a qui le font là en parallèle, si vous l'avez fait, si vous voulez réagir et me dire un petit peu ce qui ressort pour vous. Si vous êtes surpris. Écoute, moi, je l'avais fait il y a longtemps, mais je vais aller voir si ça a bougé un petit peu. Alors, toi, c'était quoi? Dis-nous. Alors, moi, c'était la Drenne. Ça s'écrit comment? Alors là, et plus loin, DRE, 2NE. Ouais, 60. Ok. 1000 habitants. Terre agricole 6 sur 10. Bon, ils n'ont pas les données au niveau des agriculteurs. 5 sur 10 en production. Production élevée, mais trop spécialisée pour couvrir la consommation. Et pratique agricole très préjudiciable à la biodiversité. Donc ça, c'est pas étonnant, c'est une info qu'on retrouve assez souvent comme on est rentré dans des modes d'hyperspécialisation en termes de production. 0 sur 10 en transformation et distribution. Moi, j'avais regardé un petit peu pour la communauté d'agglomération de Vesoul. Donc, on a qui est une région que je connais bien puisque mes parents y vivent. J'étais un petit peu surprise des résultats aussi. C'est toujours assez étonnant. Il y a quand même pas mal de terres agricoles, en tout cas de l'impression que ça peut donner. Et en réalité, on voit que là, en termes de chiffres, on est en fait que à 3 sur 10. Et en production à 6 sur 10, et production insuffisante pour couvrir la consommation. Ça, c'est quand même vraiment essentiellement ce qu'on trouve en termes de résultats. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Sinon, je continue. Moi, j'avais une petite question. J'avais une petite question par rapport à la. Est-ce que cet outil-là, avec les résultats qui sont proposés là, enfin qu'on voit à l'écran, est-ce qu'on peut être sûr de ces chiffres-là, ou est-ce qu'il y a un doute? En fiabilité, je pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Par contre, la manière dont moi je l'utilise, c'est plutôt, on va voir justement après dans la méthode, je l'utilise plus pour prendre une première tendance, un peu une première tendance comme ça d'un outil, comment dire ça, avec des premières données, vraiment des tendances, c'est des critères, je pense, très assez mathématiques, assez, je sais pas comment dire ça, c'est un peu une logique d'ingénieur, donc il y a quelque chose de très carré. Après, pour moi, rien ne vaut le fait derrière d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre du terrain et d'aller confronter aussi ce qu'on trouve dans des outils comme ça et par ailleurs avec ce qu'on va nous raconter vraiment concrètement sur le terrain. Donc c'est pour ça que la méthode s'arrête pas là. Oui, tu veux dire que les algorithmes vont donner des chiffres qui sont pas forcément vraiment le reflet de.
Je sais pas bien dire. Ils décrivent bien toute la méthodologie hein, qui est utilisée. Donc, des gens qui sont très chiffres et à qui ça va parler peuvent aller rentrer dedans. Moi, ça m'intéresserait que s'il y a des ingénieurs dans le groupe qui aillent creuser, voir la manière dont c'est fait. Moi, j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, j'ai tendance à regarder, je le prends pas forcément pour argent comptant. Ça me donne quand même une première indication. Parfois, si je trouve ça surprenant, par exemple, tu vois, dans la communauté d'agglomération de Vesoul, donc que je connais, quand je vois les terres agricoles qui sont aussi faibles, ça m'étonne. Ça me donne plutôt envie de me dire, tiens, je vais aller creuser, je vais aller chercher de l'info et de la matière pour faire une petite enquête à partir de ça et aller valider ou invalider ces données-là, quoi. En tout cas Bruno, pour moi, oui, en tout cas pour moi, Sorèze dans le Tarn, ça marche, ça marche. Maintenant, moi je vois dans les enquêtes sur la taxe foncière qu'on reçoit nous-mêmes individuellement, on nous dit tiens, on a un terrain, il est classé terre agricole alors que il n'est pas du tout agricole. Mais bon, donc parce que c'est mon jardin. Et donc ceci dit, c'est les données dans ce genre d'enquête qui remontent sont des données voilà, que les maires, que les préfectures, que les départements ont collecté, collectent, parce que bah, forcément tous les ingrédients remontent. Et donc normalement, il devrait y avoir une bonne fiabilité. La preuve, c'est que pour une commune comme la mienne, Sorèze, qui fait 2000 habitants, ça a l'air 2836 habitants et 4000 hectares, bon, et dont 1500 hectares productifs, ça correspond tout à fait à la situation. Et de toute façon, si on commence à douter des données qui sont collectées par les services, comment dire, économiques, les services fonctionnels, bon, bah écoutez, c'est pas la peine de continuer. Je veux dire, à la limite, ou de toute façon, c'est ce sur quoi les maires s'appuient, en tout cas, pour pouvoir faire leur politique. Donc, si nous, on va les rencontrer, eh ben, on reste sur le même terrain, c'est normal. oui, bah c'est pour ça que c'est un outil dont on part hein, pour faire l'audit. C'est juste que il n'est Non, pas non, c'est très bien, c'est très bien. C'est un très très bon lien. Merci beaucoup. super. Alors du coup, justement, donc ça c'est l'outil Cratère. La deuxième étape, donc on va partir de cet outil-là, mais c'est pas suffisant. Là, c'est pour ça que c'était important qu'on puisse créer des groupes avec des personnes implantées localement, parce que vous avez une connaissance de votre terrain à vous. Vous pouvez être sur place pour aller poser des questions, pour aller aussi mener des petites enquêtes. Quand je dis mener des petites enquêtes, c'est positif. Hein, c'est juste aller sur le terrain et aller se renseigner, parce qu'en fait, on obtient énormément d'informations quand on va sur le terrain. Et là, l'idée, ça va être de lister les nourriciers. Donc, les nourriciers, c'est tous ceux qui produisent de l'alimentation. Alors, il y a un premier temps où le travail, entre guillemets, le plus facile à faire, ça va être d'aller chercher toutes les informations de producteurs locaux qui font de la vente en direct. Alors, je dis que c'est le plus facile à faire, mais il n'y a pas encore d'outils, soit vraiment complètement exhaustif et bien mis à jour, avec ce référencement-là des producteurs locaux. Ça, j'en ai pas trouvé. Il existe quand même des plateformes à partir desquelles vous pouvez commencer à aller collecter des informations. Donc, le gouvernement a lancé une plateforme qui s'appelle Frais et Local et qui ressemble à ça, où là, vous pouvez rentrer, pareil, votre localisation. Donc, là, je le fais vite fait. Et ça vous donne une première base d'éléments d'information des nourriciers sur votre terrain, enfin sur votre territoire. Donc avec une carte, les points de vente et les producteurs. J'ai trouvé en cherchant là tout à l'heure un autre site que je connaissais pas, j'étais pas encore tombée dessus, et ça c'est des bénévoles qui l'ont développé, et ça a l'air relativement récent. Et là c'est pareil, c'est classé par département, donc c'est intéressant. J'avais commencé à regarder. J'ai pas eu le temps de vraiment regarder si c'était exhaustif. Je pense pas que ça le soit, parce que c'est hyper difficile d'être exhaustif, parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs
Et aussi parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui, entre guillemets, malheureusement, dont la durée de vie n'est pas très longue. Donc, je pense que le travail de mise à jour est extrêmement difficile. En tout cas, ça peut être 2 sites à partir desquels vous pouvez aller commencer à lister tous les producteurs qui font de la vente en direct autour de vous. Et puis après, ça va être un petit peu un travail d'enquête là pour le coup, peut-être en utilisant les outils de géolocalisation sur votre téléphone. Vous pouvez sélectionner, vous savez, des producteurs ou comment dire, maraîchers, éleveurs. Vous pouvez essayer de chercher comme ça avec l'outil de géolocalisation de votre téléphone. Après, une des manières qui fonctionne vraiment bien, ça va être aussi d'aller interroger les personnes autour de vous, les gens qui habitent dans votre commune depuis longtemps, si vous êtes en lien avec. Ça va être. Pardon. Ouais, juste, il y a aussi l'outil, la carte interactive près de chez nous. Alors attends, je l'ai pas du coup celle-là. En tout cas, je vais la partager dans le web. Attends, le lien. Parce qu'en fait, cette carte-là, elle permet déjà de trouver les acteurs locaux qui sont proches de chacun. C'est-à-dire qu'on se place sur la carte et ça se... voilà. On peut choisir du coup ce qu'on recherche, où, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut... on peut rajouter nous-mêmes des points. C'est-à-dire que moi, des fois, quand je me balade, je vois des fermes ou des choses comme ça, et je vais aller les rajouter sur la carte, en fait, moi-même. Okay. Tu vois, donc c'est participatif et c'est assez intéressant. Ok, du coup, j'ai l'impression que eux, là, acheter à la ressource, ils ont essayé de faire un peu la même chose. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des initiatives. Donc, généralement, on est un peu obligé d'agréger les informations. Moi, c'est ce que je fais. Chez nous, c'est vrai que c'est une vieille carte. Hein, ça fait très longtemps qu'il existe, ce truc-là. Mais c'est vrai que oui, ça se dispatche un peu. Ouais, c'est pas simple, mais voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi taper juste producteurs locaux avec votre ville ou votre communauté de communes dans Google. Et généralement, vous avez les départements ou certaines communautés de communes ont développé des sortes de petits guides. Donc, parfois, vous tombez dessus en tapant ça. Alors là, j'en avais ouvert un pour vous montrer. Ah oui, j'avais trouvé ça aussi, direct potager, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Sinon, là, par exemple, c'était le guide des producteurs de Moret-sur-Seine et sur Loing. Et donc, voilà, ça c'est typiquement le genre d'infos qu'on trouve. Parfois, c'est imprimé, parfois, c'est en ligne. Et généralement, on trouve de la matière quand même là qui est assez intéressante. Un autre site que j'utilise quand je fais ce travail-là, c'est La Ruche qui dit oui. Parce qu'en fait, ils ont déjà fait un travail aussi de recenser les producteurs, en tout cas ceux avec qui eux travaillent. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on est sûr que c'est des producteurs qui sont encore en activité. Parce qu'une des grosses difficultés quand on commence à faire ce petit travail-là, qui peut être un petit peu un travail de fourmi, c'est qu'il y a aussi des producteurs, comme je vous disais, qui ont arrêté leur activité. Donc on appelle, il n'y a plus personne. La ruche qui dit oui, au moins on est sûr que c'est des gens qui sont encore actifs. Et puis le dernier lien, c'est les jardins de cocagne. Donc là, ce qui est intéressant avec les jardins de cocagne, je vais afficher le site. Le réseau cocagne, donc vous pouvez taper là, trouver un jardin, il y en a une centaine en France. Ce qui est intéressant, c'est que là, en plus, vous amenez tout de suite la triple entrée producteur, bio et la dimension justice sociale, puisque les jardins de cocagne font de la réinsertion par le travail maraîcher. Donc là, vous allez trouver essentiellement ceux qui font de la vente en direct quand même. Et ensuite, il y aura un second. C'est peut-être pas un travail à faire, ça je pense que c'est un travail de plus longue haleine, à aller élargir aux fermes et aux producteurs qui ne font pas de la vente en direct. Mais alors ça, c'est des informations qui sont parfois encore un petit peu plus difficiles à trouver, qui sont peut-être plus accessibles si vous êtes en contact avec les élus, parce que eux savent qui sont les producteurs sur leur territoire. Donc voilà, ça c'était la première étape du coup, c'était d'identifier ce qu'on appelle les nourriciers. Je voulais vous montrer un truc aussi, parce que ça c'était assez intéressant. C'est une petite ville de la Creuse dans laquelle je suis allée il n'y a pas très longtemps.
Ils avaient des résultats intéressants. Ils sont à 10 en termes de terres agricoles, en production. Ah, il me semblait qu'ils étaient mieux que ça. Ils sont à 6 sur 10 et par contre, ils sont à 0 en transformation et distribution. Et ça, c'est un point qui est important. En fait, le travail, quand on veut aller regarder et auditer le niveau de résilience alimentaire d'un territoire, on ne peut pas s'arrêter que à la production. Bien sûr que c'est un point de départ qui est super important, mais en réalité, la résilience alimentaire, c'est bien plus large que la production alimentaire. Et j'avais fait ce petit schéma. En fait, pour rendre un territoire résilient d'un point de vue alimentaire, il faut aller travailler sur tous les éléments constitutifs d'un circuit court. Donc, je l'ai schématisé avec ces 6 briques-là. Donc, la production alimentaire, ça, on en a parlé. La deuxième brique, ça va être tout ce qui est transformation et conservation. La troisième brique, ça va être la logistique, comment on stocke, comment on travaille sur les livraisons. La quatrième brique, ça va être les débouchés. Donc, les débouchés, c'est la vente, mais c'est aussi l'aide alimentaire. Donc, c'est tout ce qui permet d'écouler la production. Ensuite, c'est la professionnalisation. Donc, la professionnalisation, c'est comment est-ce qu'on forme des maraîchers ou des agriculteurs au métier, en sachant que quand on fait par exemple de la vente en direct et quand on travaille sur des petites surfaces de qualité, c'est pas le même métier que si on est entre guillemets un maraîcher industriel sur des grandes surfaces. Mais ça, pareil, la professionnalisation, ça concerne pas que les métiers de la production. Ça va concerner la transformation. Quand on travaille sur des circuits courts, elle se fait pas de la même manière que quand on est sur de l'industrialisation. La logistique, c'est on va dire ça, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est le sujet sur lequel on a vraiment énormément besoin d'aller travailler et avoir des idées avec les collectivités, avec les élus et avec les citoyens. C'est le sujet sur lequel il y a le plus d'enjeux en fait. C'est le sujet sur lequel il faudrait presque mettre le plus d'énergie en termes de créativité. Parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement du système actuel avec les circuits longs, il est, d'un point de vue logistique, il est extrêmement performant. Il fonctionne vraiment très bien. Il est vraiment à la pointe de ce qu'on peut faire. On est allé hyper loin en termes de technicité, en termes d'efficacité. Mais c'est ça, de manière paradoxale, qui crée aussi sa vulnérabilité. Et donc, à l'inverse, quand on travaille sur les circuits courts, aujourd'hui, la filière n'est pas suffisamment structurée et en termes de logistique, en termes d'espace de stockage et en termes de livraison, on n'est pas du tout, on peut pas du tout venir se mettre en face du système actuel. Donc j'étais sur la professionnalisation, c'était pour dire que en réalité, toutes les briques là du circuit court auront besoin de nouveaux professionnels qui seront formés pour travailler avec le principe des circuits courts. Pour faire une toute petite aparté, j'avais échangé avec des gens qui ont essayé de lancer une activité de logistique, donc de livraison de produits courts de très bonne qualité pour les restaurants à Paris, et notamment des restaurants étoilés. Et ils ont fermé, leur activité a fermé. Et ils m'expliquaient qu'en fait, la difficulté qu'ils ont, c'est que aujourd'hui, avec Rungis, les chefs commandent la veille à minuit pour le lendemain. Ils sont livrés de tout ce qu'ils commandent. Et donc, même d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de leur manière de travailler en tant que chef cuisinier, même des très grands chefs étoilés n'ont plus l'habitude de travailler avec des produits frais et à devoir s'habituer, enfin plutôt à devoir s'adapter aux exigences du produit et du maraîcher et de la nature. C'est les produits qui doivent remplir leurs exigences à eux. Donc il y a tous ces réapprentissages là à faire enfin voilà, dans tous les métiers. Et le dernier axe, et je passe à la suite, c'est la dimension de pédagogie. Si on construit tout un circuit court avec la production, la transformation, conservation, la logistique, les débouchés, des professionnels, mais qu'à la fin, on n'a pas de gens pour consommer, on n'a pas formé les citoyens pour consommer de cette manière-là, pour avoir pris conscience de l'importance d'aller dans ces circuits courts, et ben ça aura servi à pas grand-chose. Donc la dimension pédagogique, ce serait
presque le point d'entrée et la première brique par laquelle rentrer. Voilà, ça c'était important juste de dire que les circuits courts, c'est pas que la production. C'est pour ça que une fois qu'on a fait, en termes d'audit, on allait voir sur Cratère et qu'on a listé les nourriciers, il y a un autre travail à faire, c'est d'aller regarder en termes de transformation et de conservation, qu'est-ce qu'il y a sur le territoire. Là, c'est un travail aussi d'enquête, alors plutôt à faire au long cours, hein, c'est-à-dire que peut-être que tout n'est pas à faire là dans un premier temps avant d'aller voir son maire, mais ça sera un travail intéressant à faire progressivement, petit à petit, d'aller voir est-ce que vous avez sur votre territoire des artisans dans les métiers de bouche? Est-ce qu'il y a encore des gens chez vous qui transforment, par exemple, s'il y a des élevages de cochons, est-ce qu'il y a des charcutiers qui font du travail artisanal? Est-ce qu'il y a une légumerie qui existe? Parfois, les communautés de communes ont commencé quand même à prendre le sujet et ont créé une légumerie. Est-ce qu'il y a une conserverie? Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre en conserve? Certaines associations le font aussi. Elles mettent à disposition du matériel pour mettre en conserve vos productions même personnelles. Donc parfois, c'est soit à l'échelle pro, soit à l'échelle collective pour les privés. Est-ce qu'il y a des chambres froides? Est-ce qu'il y a des frigos? Et est-ce qu'il y a de la mutualisation de matériel? Donc ça, c'est un petit peu ce que je disais avec les associations. Est-ce qu'il y a la possibilité peut-être de transformer des choses, des soupes pour pouvoir conserver ensuite vos aliments? Donc ça, c'est une des briques vraiment importantes quand on fait l'audit aussi de la résilience du territoire. Et généralement, ça fait partie des choses qui manquent, sur lesquelles il y a des manques sur le territoire. Je continue, sauf si vous me dites stop. Hein. Le 4e point, c'est les débouchés. Donc là, ça va être d'aller lister les débouchés. Là, ce qui est sympa, c'est que ça va être aussi l'occasion d'avoir des échanges, en fait, des échanges un petit peu plus larges sur tous les acteurs du territoire. Donc peut-être que quand vous allez aller dans les commerces de proximité, ils vont vous parler d'un producteur que vous n'aviez pas repéré. Eux sont peut-être en relation avec justement des fermes qui ne vendent pas en direct aux individuels, aux privés, mais qui vont vendre au commerce ou au restaurant. Et puis alors là, ça va être le travail d'aller lister les épiceries participatives. Est-ce qu'il y a une ressourcerie? Est-ce qu'il y a un groupement de consommateurs? Et est-ce qu'il y a des points de distribution d'aide alimentaire? Dans ces points-là, vous allez aussi très probablement trouver quand même des personnes qui sont déjà engagées sur les sujets de résilience alimentaire. Donc là, c'est vraiment l'occasion aussi de faire du lien social, de commencer à leur parler du travail que vous faites, vous, sur le territoire, de la démarche ensuite de pouvoir aller voir les élus, de pouvoir échanger avec eux, peut-être leur demander à ces points de vente-là ou à ces débouchés, c'est quoi leur réalité sur le terrain, qu'est-ce qui est difficile, de quoi ils auraient besoin. La 5e étape, ça va être d'aller lister les associations qui sont actives sur le territoire. Donc alors là, on en est assez large. On démarre bien sûr dans le domaine alimentaire. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui travaillent sur le sujet de la résilience? Est-ce qu'il y a des gens qui animent des ateliers de cuisine, par exemple dans les écoles? Mais ensuite, on va élargir. Est-ce qu'il y a des associations dans le domaine de la culture, par exemple dans le jardinage, des gens qui ont créé une granothèque, des gens qui, j'arrive pas à retrouver le nom, je sais pas, Alexandre, si tu te souviendras, mais il y avait une association de jardins où ils se regroupaient ensemble et ensuite ils vont cultiver dans les jardins des uns et des autres. Je sais aussi que les anges gardins... Archipel nourricier. Non, je pensais à autre chose, mais oui, il y a ça aussi. Il y a les anges gardiens sont en train d'expérimenter un concept d'archipel nourricier, donc avec le principe de se dire que on va aussi aller cultiver dans les terres privées, avec bien sûr l'accord des particuliers, hein, mais pour utiliser ces terres-là en termes d'espace de production. Mais bref, là en tout cas, c'est plutôt
l'idée d'aller regarder, d'aller lister quelles sont les associations actives sur le territoire et en élargissant ensuite même au domaine de la culture, et je l'ai pas mis, mais même du sport. En fait, en gros, c'est qui les gens qui sont impliqués dans la vie du territoire et qui sont peut-être pas aujourd'hui nécessairement sensibles au sujet de la résilience alimentaire, mais qui sont déjà actifs et soit qui vont pouvoir à un moment se déplacer ponctuellement. Par exemple, mettons, il y a un club de foot qui est conséquent dans votre commune. Peut-être qu'ils vont pouvoir, ils vont être d'accord pour faire des actions communes. C'est-à-dire, peut-être vous pourrez tenir à un moment donné un stand de frites local pendant une fête pendant un match de foot. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à créer ensemble. Et puis après, c'est l'occasion aussi progressivement peut-être de les amener aussi sur vos terrains à vous et sur les enjeux qui vous animent à vous. Sur les associations, c'est aussi l'occasion d'aller prendre un petit peu le pouls du territoire, d'aller voir comment elles sont les forces vives du territoire. Est-ce qu'elles sont à fond, hyper motivées? Est-ce que vous sentez de la fatigue? Et ça, c'est aussi important ensuite derrière pour justement pour imaginer les actions que vous allez proposer aux maires. Si vous arrivez par exemple dans ce club de foot et que tout le monde est à bloc et tout le monde est motivé, ça va être quand même plus aisé de proposer quelque chose. Si vous sentez que la personne est hyper fatiguée, vous allez devoir la tracter en plus de tout le reste. Voilà, peut-être que vous aurez besoin de lui réinjecter de l'énergie, mais ça vous permettra aussi d'identifier avec qui faire des alliances, quoi. Je continue, j'ai presque fini parce qu'il n'y a que cette étape. La 6e étape, c'est de se rapprocher de la chambre d'agriculture ou de faire une recherche sur le projet alimentaire de territoire s'il existe autour de vous. Alors j'en ai trouvé un. Projet alimentaire territorial de l'agglomération byzantine. Là, on repart un petit peu plus sur de la donnée, comment dire, un peu type cabinet de conseil. C'est intéressant à lire, à voir. Si ça se trouve, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà identifié pas mal de choses, mais il y a peut-être des problématiques qui auront été vues avec une vue d'ensemble et des données auxquelles vous n'avez pas accès, vous, en étant comme ça sur le terrain ou en étant un particulier. En tout cas, typiquement, là, le projet alimentaire que je vous affiche, on le trouve en ligne. Après, toutes les villes ne disposent pas d'un PAT, on appelle ça comme ça, mais vous pouvez faire la recherche. Et puis, les chambres d'agriculture, elles ont parfois aussi elles ont fait des audits, elles ont fait des études, et parfois, en les demandant, vous pourrez avoir de l'information en se rapprochant d'eux. Et puis le dernier, donc ça va être d'aller sur le terrain, d'aller échanger pour le coup là avec les nourriciers. Alors ça, c'est hyper important à faire parce que là, ça va être l'idée aussi d'aller un petit peu confronter ce que vous aurez vu quand vous aurez fait vos recherches plutôt en ligne avec ce que, par exemple, le maraîcher va sur le terrain vous dire. Donc, c'est typiquement lui demander combien de paniers il produit aujourd'hui par semaine, combien de paniers il vend par semaine, quelle est sa capacité de production, est-ce qu'il est aujourd'hui en deçà parce qu'il n'a pas le potentiel de vente, et jusqu'où il peut monter, est-ce qu'il peut monter à 80 paniers par semaine, et là, vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte de la capacité productive de votre territoire par rapport au nombre d'habitants. Donc, si vous listez une quinzaine de maraîchers, d'éleveurs, de gens qui font des fromages, et qu'ils sont en capacité de nourrir 500 personnes, et que sur votre communauté de communes, vous êtes 150 000, je dis n'importe quoi comme chiffre. Et voilà, ça tout de suite, ça va vous permettre de confronter, là, d'un point de vue hyper réaliste sur le terrain, la capacité et la capacité nourricière en fait de votre territoire. Et puis après, moi ce qui me paraît aussi intéressant quand on va sur le terrain, si vous avez le temps, c'est vraiment de se dire qu'on prend ce temps-là pour rencontrer, il manque un N, et échanger et surtout les écouter, vraiment aller à l'écoute aussi de leur réalité à eux. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec les associations, mais
ils en sont où en fait? Est-ce qu'ils sont à bout et sont épuisés? Est-ce qu'ils sont plein de projets et ils ont décidé qu'ils allaient investir dans plein de choses? Enfin, c'est aussi important quand on fait l'audit de la réserve alimentaire. Si on se rend compte que sur 30 producteurs, il y en a 20 qui sont à bout financièrement ou épuisés physiquement, il y en a 10 qui vont partir à la retraite. Ça donne aussi, en termes de projection dans l'avenir, quand même, ça permet aussi de donner une information et de faire un retour quand ensuite vous irez voir vos élus, qui sera super intéressant. Et justement, tout ce travail-là de récolte que vous aurez fait, là, ça va être vraiment une matière qui va être hyper précieuse à transmettre à vos élus, parce que c'est un travail que eux n'auront pas eu le temps de faire, en tout cas pas de manière aussi détaillée. Et donc, ça vous permettra d'aller en mairie avec une information qui est directement utile pour les élus, pour pouvoir ensuite commencer à réfléchir à des actions à mener, et avec des éléments factuels aussi que vous amenez vous en face. C'est-à-dire que vous arrivez avec un premier audit qui est quand même suffisamment détaillé, qui permet de sensibiliser et d'alerter si c'est le cas, et d'arriver avec des solutions concrètes que vous venez mettre en face si vous identifiez des gros manquements, des gros trous dans la raquette du circuit court, par exemple. Ça vous permet de proposer des actions qui sont directement actionnables. Je termine juste là-dessus. C'est quoi le rapport avec les risques majeurs? Parce que nous, on fait toujours le lien SOS Mer entre la résilience alimentaire et les risques majeurs. Le PCS, donc c'est le plan communal de sauvegarde, c'est un document auquel nous, citoyens, n'avons pas accès. C'est en fait, ça permet à la mairie, à l'équipe de la cellule communale de s'organiser si demain il y a une grosse crise, il y a une crise majeure. Par exemple, il y a un accident nucléaire, il faut qu'ils soient en capacité de s'organiser et de mener les bonnes actions pour que la population soit en sécurité. Le DICRIM, par contre, c'est le document auquel nous, citoyens, on a accès et qui donne les informations du PCS juste en retirant quelques informations confidentielles, dont des numéros de téléphone. Il y a 5 risques majeurs. Les risques naturels, les risques technologiques, les risques cyber, les risques sanitaires et les risques terroristes. Donc, vous voyez que dedans, il n'y a pas le risque alimentaire. En fait, le risque alimentaire, il faut plutôt le prendre comme le fait que un des 5 risques majeurs peut lui entraîner une pénurie alimentaire. Et la résilience alimentaire, c'est plutôt une solution. En fait, c'est une réponse à un risque majeur. Et donc, c'est un des moyens pour le maire de sauvegarder sa population. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a besoin de l'amener. Par exemple, demain, s'il y a une cyberattaque sur les systèmes logistiques d'approvisionnement alimentaire sur les grandes surfaces, on sait qu'on est... Alors, je crois que maintenant, on est à 2 jours de stock. Il y a une pénurie alimentaire. Vous avez fait tout l'audit pour montrer qu'on n'est pas en capacité de se nourrir localement. Donc, il y a une vulnérabilité. Donc, monsieur le maire, comment est-ce qu'on peut discuter de ce sujet-là? J'ai fait tout ce travail d'audit. J'ai des idées à vous proposer. J'ai réussi à monter une petite équipe. On est partant pour travailler avec vous. Voilà, mettons-nous à table et discutons. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions.